Non, mais ça change de lire des documents écrits par des dirigeants avec une vision pour leur pays et les intérêts de la nation à cœur. Dommage que ce soit pas les... Chaque paragraphe, c'est ça qui est fou, c'est que tout cela mentionne comment tel objectif chiffré, tel objectif concret va améliorer la vie des Chinois. Comment le développement de tel système de transport, de telle marchandise va permettre par exemple de connecter des Chinois qui en sont exclus pour le moment et leur permettre d'en tirer des bénéfices tels que une couverture sociale élargie, un accès à l'éducation qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là. 大家好，究竟是怎样的一份发展规划，让这位法国博主直言？为什么我们的国家没有这样优秀的领导人？为什么有些国家总是在解决眼前的问题，而有些国家却已经开始布局10年、20年后的未来？一位长期关注国际政治与经济发展的法国博主，在深入解读中国第15个5年规划后，发出了一番耐人寻味的感慨。他表示，自己越研究中国的发展模式，就越能理解中国为什么能够在短短几十年间从一个相对落后的国家成长为全球制造业和科技领域的重要力量。更令他感到震撼的是，中国的发展并非依靠某一次机遇，而是建立在长期规划、持续执行和产业布局之上。在这场讨论中，法国博主围绕中国的发展战略展开分析。他认为，中国始终坚持把制造业、科技创新和产业升级作为国家发展的核心方向，通过一项项长期规划，不断推动国家整体竞争力提升。相比之下，许多西方国家更容易受到短期政治周期和利益博弈的影响，很难保持长期的发展战略。那么，中国坚持制定5年规划的真正意义到底是什么？为什么中国总能提前布局未来产业，并在全球竞争中不断占据主动？让我们一起听听这位法国人是怎么说的。Revenons à notre plan quinquennal chinois. D'abord, je voudrais quand même parler de l'esprit du plan, avant de rentrer dans les détails, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses, enfin il y a 2 choses notamment qui m'ont frappé et qui sont liées, et dont je voudrais vraiment parler, parce que c'est extrêmement important. D'abord, la première, et c'est vraiment le truc central, c'est l'approche holistique, globale, totalisante de ce plan. En gros, tous les aspects de la société sont connectés et pas juste l'économie. Et deuxième point qui est lié à ce premier point, c'est la structuration de l'organisation sociale complète et dynamique, j'insiste là-dessus, autour de la question de la production. C'est pas moi qui le dis, c'est les Chinois. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment aux antipodes de notre manière à nous, occidentaux, de penser l'économie et la politique. C'est-à-dire que chez nous, on va vraiment avoir un distinguo entre tous les différents domaines. On va avoir l'économie, on va avoir la santé, la défense, l'éducation, la justice. Et avec chacun de ces domaines qui est géré de manière relativement indépendante des autres, en gros par différents gestionnaires qui ont oui, on va le dire comme ça, des allocations budgétaires qui doivent dépenser dans chacun de ces domaines et qui doivent gérer. Le plan quinquennal chinois, c'est à peu près le contraire de ça. C'est-à-dire que pour eux, chaque domaine, dans leur conception, de ce qui transparaît de ce plan et de ce qui transparaît globalement des documents qui émanent des instances officielles de la société chinoise, en gros, vous avez chaque domaine qui est conçu parmi une totalité, qui est comme un organe qui participe au bon fonctionnement d'un tout, et ce tout s'appelle la société, qui est administrée par l'État. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme la différence en fait entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, qui est d'ailleurs mentionnée dans le plan comme un aspect à développer, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. En Occident, on a des spécialistes de chaque organe, de chaque partie du corps. Il y a l'ORL, le gastro-entérologue, le chirurgien orthopédiste, vous voyez, voilà. Et on a des spécialistes de chaque partie du corps, et parfois, souvent, dans le parcours de soins des patients, ça va être très compliqué pour eux d'obtenir les soins parce que ça se fait de manière presque trop précise et au détriment d'une vision globale de l'organisme. Là où la médecine traditionnelle chinoise, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que c'est une conception de la médecine qui est holistique. Et j'utilise le terme holistique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est dans le document, dans le plan, c'est écrit noir sur blanc, holistique. Ça veut dire
global, total. Et donc en médecine chinoise, ce qui va compter, c'est plutôt l'harmonie générale de l'organisme dans son ensemble, où par exemple un problème spécifique à un organe va être pris comme un symptôme, mais d'un problème de fond global. Et bien pour la vision de la société, c'est un petit peu similaire. Ces plans quinquennaux, en fait, ils ne se contentent pas de nous donner des données économiques, la croissance au premier trimestre, la croissance au deuxième trimestre, voilà. Il ne s'agit pas de nous donner des chiffres d'un budget. Un plan quinquennal, à la chinoise, ça nous donne l'organisation, en fait, de tout le système chinois, dans lequel tous les domaines sont liés comme ces différents organes. Et à nouveau, je n'invente pas, c'est écrit noir sur blanc que la conception est celle-ci. Et je pense que c'est très important de le souligner, parce que ça nous est vraiment pas du tout naturel en fait de penser la politique comme ça. Après, moi je suis plutôt quelqu'un qui envisage les choses de manière globale, donc de lire des trucs comme ça me satisfait plutôt plus que des trucs avec des points de détail hyper précis et où il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien entre les différents domaines. Mais il faut reconnaître que dans notre pays, on a surtout des gestionnaires de budget en fait, et pas des gens avec une vision globale des choses. Donc déjà, ça change beaucoup la donne en fait d'avoir un projet politique, hein, parce que c'est ça en fait, un plan quinquennal, c'est un projet politique un petit peu détaillé, un petit peu précis. Second point que je trouve important à souligner, c'est que dans ce système global, il y a un cœur qui permet de pomper le sang pour le propulser dans tout l'organisme et d'oxygéner le système tout entier. Et ce système, il faut le nourrir, il faut lui donner les nutriments nécessaires pour permettre à la vie en société de continuer. Et sa nourriture à ce système, ce qui va lui donner sa possibilité de survivre, eh bien, c'est la croissance. Mais la conception de la croissance qui transparaît des documents du gouvernement chinois n'a rien à voir avec la conception de la croissance que nous pouvons avoir nous, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une croissance abstraite de chiffres que l'on peut aisément manipuler en rajoutant ce qu'on estime du trafic de drogue ou le loyer qu'on se verserait à nous-mêmes si on était locataire d'une maison dont nous sommes propriétaires. Ça fait partie des chiffres du gouvernement. Oui. Donc il s'agit ici de la croissance de la richesse matérielle. Autrement dit, de la croissance de la production. C'est elle qui permet tout le reste. Vous commencez à voir pourquoi je trouve que cette approche a quelque chose d'intéressant et de pragmatique. Dans ce 15e plan quinquennal, la Chine pose donc des objectifs en termes de croissance économique dans la production, ce qui lui permet de poser ultérieurement des objectifs dans d'autres domaines. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'espérance de vie, la couverture de forêts sur le territoire, la sécurité alimentaire par exemple. Tout découle de la croissance de la production qui permet ensuite à la société de prospérer. Il n'y a pas, comme ici, de compétition entre les différents secteurs pour un budget restreint. C'est la croissance de la production qui permet la redistribution. On a l'organisation de la production qui drive la productivité, la recherche et développement qui va driver les modèles qui drivent l'économie digitale, la sécurité énergétique qui renforce la stratégie nationale. Et en gros, on a dans ce système toutes les variables qui se renforcent et qui se complètent les unes les autres. On est donc sur une manière de voir les choses qui est pas juste globale, et c'est ça que je trouve très intéressant, qui est à la fois globale et dynamique. Et c'est à mon avis le point clé à retenir, c'est que l'aspect holistique de l'organisation sociale ne se fait pas au détriment de l'aspect dynamique, puisque c'est une société, c'est donc un organisme vivant, et donc ça évolue en permanence. Il y a une force vitale, une dynamique qui est dedans, qu'il convient évidemment d'entretenir, mais c'est pas un système figé. Et c'est ça qui fait la force en fait de ces plans quinquennaux, c'est le fait de se tenir sur les deux jambes et d'avancer aussi longue que soit la marche, sans jamais en fait s'arrêter en se disant c'est bon, on a mis au point le meilleur système du monde, ça va, on se repose. Voilà, on se rappellera mais la France a le meilleur système de nanana du monde, que le monde entier nous envie. Bon, le truc c'est que quand les gens ils voient l'état réel de la France, ils nous envient plus trop. Mais enfin bon,
on est là pour parler du plan quinquennal chinois, n'est-ce pas? Et ce qui vient se rajouter, et que pareil, je trouve assez fabuleux, c'est que pareil, la croissance n'est jamais envisagée comme un but en soi. C'est-à-dire que ce qu'il y a in fine, en filigrane, partout, qu'on voit, qui est toujours à l'esprit en fait dans la tête des rédacteurs de ce plan, c'est ce qui est bon pour les gens. Alors, je n'ai pas forcément la même conception que les Chinois de ce qui est bon pour moi. Voilà, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes traumatismes, ne serait-ce que dans un passé récent, on n'a pas les mêmes critères de ce qui est souhaitable pour les individus et pour le collectif. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais par contre, il y a vraiment une emphase sur ce qui est bon pour tous et pour chacun, qui transparaît vraiment à chaque chapitre en fait de ces 150 pages de plan. Là où nous, on va nous dire ah ben oui, on veut tel objectif de croissance, voilà, mais c'est jamais pour rien en fait. Enfin, c'est juste à l'impression que les mecs sont esclaves des chiffres ici. Là où là-bas, bah oui, en fait, on met des objectifs chiffrés. Mais c'est pour que la société elle fonctionne en fait et pour que les gens puissent continuer de vivre. Voilà. Donc ouais non mais je sais hein, c'est dramatique d'en être là. Mais enfin bon. À chaque paragraphe, c'est ça qui est fou, c'est que tout cela mentionne comment tel objectif chiffré, tel objectif concret va améliorer la vie des Chinois. Comment le développement de tel système de transport, de telle marchandise va permettre par exemple de connecter des Chinois qui en sont exclus pour le moment et leur permettre d'en tirer des bénéfices tels que une couverture sociale élargie, un accès à l'éducation qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là, ou comment l'urbanisation du pays va sortir les paysans de la pauvreté. Alors, contexte, en Chine, urbanisation et développement sont étroitement liés. Je ne vais pas vous faire un laïus de 150 heures là-dessus, mais disons que quand on est paysan en Chine, c'est le bas du bas du bas de l'échelle sociale. Et pour eux, le fait de sortir de la pauvreté est étroitement corrélé avec le fait de sortir de la ruralité. Bref, ce qui ressort de la lecture de ces 150 pages, c'est vraiment systématiquement le fait qu'il y ait toujours cette volonté d'améliorer ce qui ne fonctionne pas de manière optimale, dans une vision d'ensemble, avec en tête l'idée d'améliorer la condition sociale des gens, leur vie quotidienne. Alors, le plan, évidemment, il va dire qu'est-ce qui a bien marché sur le dernier plan. On fait le bilan des 5 dernières années, du dernier plan quinquennal, mais systématiquement, il y a toujours suggestion d'autres lieux, d'autres domaines, d'autres secteurs précis où les choses peuvent encore être améliorées, en prenant en compte vraiment tous les aspects de la vie en société. Tous les lieux géographiques, de la capitale jusqu'au village reculé, des industries lourdes à l'économie de la petite enfance. Enfin, vraiment, tout est inclus là-dedans. C'est pas genre, sur les questions environnementales, on délègue ça à un ministère et puis nous, on est sur l'économie et on s'occupe uniquement de ça. Non, tout est inclus, tout est pensé comme de ce 15e plan quinquennal chinois. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer dans un contexte international de démondialisation qui est assez clair, où les États-Unis se crispent sur leur méthode habituelle de tigre de papier, pour rester numéro 1, et où l'Union européenne et la France, je vais dire la France, parce qu'en fait l'Union européenne pour moi, ça n'existe même pas, ça n'a aucune valeur, vous voyez, donc on est complètement à la ramasse, il faut le dire, on est juste à la remorque d'un hégémon qui est en train de se fracasser au sol, et donc dans ce contexte-là, il y a la Chine qui est en train de construire un véritable écosystème économique et social où tout semble se tenir, qui doit sa force au niveau international à sa capacité à construire un système global sur du long terme en prenant en compte les dynamiques aussi bien externes qu'internes et les évolutions du monde et qui doit en fait sa force sur le plan économique à cette conception-là plutôt qu'à la force brute, la coercition militaire. Ce qui va nous dire qui est le vainqueur de la compétition entre les nations. Je pense que ça va tenir pour beaucoup à savoir qui va être capable de planifier des systèmes sur le long terme et de les mettre à exécution tout en étant assez flexible pour s'adapter aux différentes crises, qu'elles soient externes au système ou interne, même si pour le moment la crise interne du système chinois, le système chinois n'est pas du tout dans le moment historique où ces contradictions créent des crises en interne.
contrairement au système américain, au système occidental, au système au modèle social organisé par la finance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qui crée pour le coup des contradictions internes aussi bien qu'externes. Voilà, la Chine est dans un moment ascendant. Puis voilà, s'il fallait parier sur quelqu'un pour les prochaines années, je parie pas sur les États-Unis et leur guerre civile qui arrive. 看完整场讨论，不难发现，这位法国博主真正感慨的，并不是中国某一项技术取得了突破，也不是某一个产业领先世界，而是中国始终坚持长期规划、持续投入和稳步推进的发展逻辑。从制造业到科技创新，从产业升级到国家战略，在他看来，中国今天取得的许多成就，并不是短时间内创造的奇迹，而是几十年坚持同一个方向不断积累的结果。也正因为如此，他才会发出那句耐人寻味的感叹：为什么我们的国家没有这样能够着眼未来的领导人？不可否认的是，中国的发展模式已经成为越来越多国际学者、企业家和媒体关注、研究和讨论的话题。当越来越多来自西方的声音开始重新审视中国，我们或许也应该跳出固有印象，用更多事实去理解中国的发展逻辑。那么，你认为中国能够持续发展的关键，究竟是长期规划、产业布局和强大的执行能力，还是其他更重要的原因？如果让你评价中国的发展模式，你认为哪些经验值得其他国家借鉴？又有哪些问题仍然需要继续完善？欢迎在评论区留下你的观点。